vendredi 3 octobre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Singapour 2025, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possibles afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du vendredi. Il est l'analyste et descripteur des courses de F1 pour la GTCQ.tv, mais il est avant tout un pilote de division élite pour nos amis de la team FSR. François Goulet, comment vas-tu? Ben, je vais bien, mais tu parlais de pilote élite puis de descripteur de F1. La vie Descripteur va. élite? Est-ce que je Ben, dois ajouter descripteur élite? Parce que non, je suis pas trop mais bon. écoute, c'est bien de pointer aux gens, par exemple, que je me spécialise dans les versions anglophones, Oui, même si oui, ça on a un c'est vrai, podcast ça. francophone. Oui. Puis, on travaille en ce moment sur je vais faire une course d'endurance le 26 octobre. Fait que je vais devoir faire 12 heures de Hmm. présentation de course à coup de 4 heures là, en anglais pour la GTCQ TV. On travaille là-dessus. Puis sinon, en tant que pilote élite FSR, ben imagine-toi donc hier que on avait notre course à Monza et que Kevin a fait un article sur la page de F1 Podcast sur les fameux abandons, les DNF. Oui, Ben, on oui. a eu des problèmes de réseau. Alors, j'ai eu un DNF hier, mon collègue aussi de la FSR, là, bel âge. Donc, voilà. Fait que ça ne s'est pas terminé hier, mais on risque de reprendre la course. Donc, tout est d'actualité ces temps-ci. Et pour répondre à ta question, littéralement, je vais très bien. Ah, ben, je suis content de savoir que ça va très bien malgré cet abandon-là. Parce que ça, c'est la Mhm. réalité du virtuel, hein. C'est pas juste la Ouais. mécanique puis tout ça, vous devez composer avec. Il y a aussi le réseau. Bien sûr, des fois, ça va du côté du fournisseur réseau, mais ça peut Ouais. aller sur l'Internet de chez toi, ça peut aller sur ton ordinateur. Donc, Mhm. tous ces problèmes techniques-là, ben oui, ça va bien avec l'article que Kevin a écrit, Ben oui, Abandon. c'était On fort en à parlait. propos. On va en parler à Kevin. Kevin, t'as oublié de mentionner les déconnexions d'Internet pour ceux qui font de la Ben là, simulation. c'était le réseau du PlayStation Network, en fait, qui avait des ratés, mais j'ai été une OK? des premières victimes de ça. Puis heureusement, tout le monde en a été victime, ce qui fait que la course risque fortement d'être prise, parce que sinon, ça me donnait une dernière place, ce que je n'aurais vraiment pas aimé. Non, ça, c'est pas ça, c'est la bonne nouvelle. Quand ça arrive à tout le monde, au moins, c'est ça. Quand c'est juste toi, ben, à ce moment-là, c'est. C'est comme un moteur qui saute. Oui, tu prends la pénalité, tu prends les conséquences, puis tu vis avec, mais quand c'est tout le monde, c'est ça, il y a des manières de s'organiser. François, aujourd'hui, bien sûr, on va traverser l'actualité dans le premier bloc avant de mettre la table pour le week-end de course, Mhm. parler un peu de ce qui s'est passé vendredi. Avant qu'on se lance là-dedans, bien, je veux rappeler à nos auditeurs que le F1 Podcast est offert gratuitement grâce à des partenaires comme Descartes Incorporé, qui sont des spécialistes dans le domaine des escaliers, que ce soit pour en construire une nouvelle ou en embellir une ou en réparer une ou en rendre une plus sécuritaire. Les experts de Descartes Incorporé vont vous offrir un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Et là, il a commencé à faire froid. T'as vu, je sais pas, Mhm. dans le coin de Québec, là, vous, est-ce que Québec, c'est plus froid, plus frais que Montréal normalement avant, ou c'est comment ça fonctionne, ou c'est le même climat, hein? Ça se ressemble pas mal, hein? Je pense que tout est une question d'altitude, mais Ouais. normalement, on est un peu plus frais qu'à Montréal. On se faisait toujours dire jadis, là, je m'en soucie guère maintenant, Mhm. mais ah, il fait tout le temps plus chaud à Montréal, là. Ah, ça se peut, oui, c'est ça, Puis plus en saucier. roulant CR, bien sûr. Donc, mais moi, je suis un petit peu plus haut physiquement. Je suis pas au niveau du fleuve, je suis un peu plus haut. Donc, il fait frisquet en ce moment. Ce matin, il faisait 4 degrés là, quand venait temps de prendre l'autobus avec mes mômes. Fait que là, on commence à jouer entre le chauffage, l'air climatisé. Mhm. Puis là, après ça, ben, il y a un coût relié à ça sur notre facture d'électricité, bien sûr. Fait que c'est Certainement. pour ça que notre partenaire, Sharp, qui est une compagnie internationale, mais distribuée ici au Québec par Norwa CVC, vous offre non seulement de la mécanique du HVAC, que ce soit pour des thermopompes ou des airs climatisés, qui vont vous offrir les meilleures subventions du gouvernement, donc parce que vous allez ça sera pas avare côté énergétique. Et là, de l'autre côté, bien, vous allez avoir aussi un rabais sur votre facture d'électricité. Donc, c'est toujours, si vous avez Mhm. un changement à faire là, pour une thermopompe pour cet hiver ou ces choses-là, bien, de penser à ça, non seulement le chèque du gouvernement, mais aussi ce que vous allez sauver sur votre facture d'électricité. Donc, il faut faire affaire avec Norwa CVC qui vont vous proposer les produits Sharp.
On parle d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les 2 dernières semaines? Bien sûr, on a eu notre entre-deux courses. C'est toujours un Mhm, petit suivi de ça parce qu'il y a des sujets qui reviennent, des sujets qui ont évolué. On a jasé de Christian Horner il y a mhm. de ça une semaine ensemble avec nos collaborateurs Kevin et Jean-Christophe qui étaient avec nous. On a parlé de tout ça, Christian Horner, où il va aller, libération de son contrat avec Red Bull parce qu'il y avait un contrat jusqu'en passé 2030. On lui a donné tout près de 100 millions de dollars pour racheter ces bonnes années-là. Ensuite, on lui a signé un petit contrat de dire oh, tu peux pas aller nulle part avant telle date. Mais Christian Horner a déjà commencé à faire des téléphones. Puis ça, on le sait de source sûre, puisqu'il y a des directeurs d'écurie qui ne se sont pas gênés pour le dire. On a Ouais. décidé d'aller ouvertement et de le dire. Puis on a aussi des journalistes comme Ted Kravitz qui aiment pour dire, on va dire qu'il aime brasser de la merde, Oui. mais il fait son travail aussi. On chiale Ouais. des fois, on chiale des fois que les journalistes posent pas les vraies questions. Je peux pas reprocher à Ted Kravitz de pas faire ça parce qu'il pose les vraies questions. Il fait peut-être pas toujours avec tout le monde, mais là, il s'est pas gêné. Il est allé voir Andy Cowell, puis il a dit, Andy Cowell, qui est maintenant PDG d'Aston Martin, puis lui a dit, ça a l'air que Christian Horner a téléphoné pour avoir ta job. Il fait ça mot Ouais, pour mot, littéralement, là. hein. Littéralement, c'est ça. Puis là, Andy Cowell un peu dans un malaise. Oui, oui, il a parlé avec, tu sais, il n'a pas nié ça. Il a dit, il a parlé avec Lawrence Stroll. J'ai trouvé qu'il avait l'air d'avoir un certain malaise de la part d'Andy Cowell. C'est un gars qui est pas nécessairement très, ben, c'est pas, disons que c'est pas un Christian Horner là, dans les médias, Non. là, Andy Cowell, là. Mais quand même, j'ai trouvé qu'il était un peu mal à l'aise avec la situation. J'ai l'impression que ça le dérangeait un petit peu, c'est sûr, lorsque quelqu'un téléphone pour avoir ton emploi. Il dit, fait que là, comme relancer ça, il dit, ben, il a parlé avec pas mal, il a fait des téléphones pas mal partout, fait qu'en voulant dire que c'est pas juste chez nous, Mhm. sauf, il a probablement pas Ouais, appelé sauf Toto Wolff. il a vraiment pas appelé Toto Wolff, c'est ça. Ça, c'est, écoute, j'entendais cette entrevue-là, puis je sais que tu l'as entendu toi aussi, puis Ouais. je réécoutais notre épisode dans deux courses à travers cette entrevue-là, puis je disais, c'est tellement Mhm. des choses qu'on a discuté, dans le fond, que Horner, oui, veut aller à des places. J'avais mentionné, s'il veut aller quelque part, c'est pas il va pas aller chercher les postes de directeur, il va vouloir aller chercher les postes de PDG, donc il va parler avec les propriétaires d'écuries. C'est ce qu'il fait présentement. Ayao Komatsu, directeur de l'écurie Haas, a aussi confirmé que Christian Horner a téléphoné Gene Haas, propriétaire de l'écurie, pour s'enquérir de ce qui se passe, savoir s'il n'y a pas un poste pour lui. Après ça, ben, on avait eu, dans la conversation qu'on avait eue, j'avais dit Dan Torres de Cadillac lui a mentionné ah ben non, non, il n'y a pas de place pour lui ici, on ne l'a pas téléphoné, on ne l'a pas approché. Puis j'avais dit ben c'est sûr, Dan Torres, c'est Mhm. ta job à toi qui veut, c'est pas toi qui va appeler. S'il y a peut-être même un téléphone qui s'est fait auprès de Cadillac, mais il n'est pas niaiseux que Christian Horner, il appellera pas le gars à qui il veut voler la job. C'est comme on dit chez Aston Martin, il a pas téléphoné Andy Cowell, il a appelé Lawrence Stroll. Ouais, non, c'est ça. Ok, c'est ça. Mais toi, tu penses quoi de ça? T'es-tu surpris? Parce que oui, on en a discuté dans l'entre-deux courses, mais moi, pour ma part, je suis surpris que ça arrive si rapidement. Puis si ouvertement, là, avec autant de transparence que, tu sais, comme je te dis, c'est après une semaine, après que tout est réglé avec le contrat, on en parle dans notre épisode, puis là, on arrive que la première fois que le paddock sera rempli avec les 10 écuries, déjà, on entend parler de Christian Horner, puis déjà que les téléphones sont faits. Moi, je suis surpris de la rapidité et de la transparence de ce dossier-là. Pas tant, moi, parce que Ah non? je pense que Christian Horner est quelqu'un qui il veut continuer à faire parler de lui. Hein. Il faut pas, parce qu'en Hum, en Formule 1, on est d'accord souvent on oublie rapidement certaines mhm. choses. Hein. Ah ouais, c'est pas fou, ça. La saveur d'aujourd'hui n'est peut-être pas la saveur de demain. Donc, Christian Horner ne veut surtout pas se faire oublier. Là, il a eu on va dire, son chèque de la part de Red Bull. Ce que j'ai en plus appris cette semaine, là, de la part d'une source journalistique quand même sûre de Race, c'était que vu qu'il est disponible, donc il va être disponible dans la première moitié de saison de 2026, il me semble que c'est ça, et que le chèque de 100 millions était un montant réduit de ce qu'il aurait pu avoir s'il avait attendu un peu plus longtemps. Donc, autrement Oui. dit, oh, on s'entend pour 100 millions, mais j'ai le droit de rentrer en première moitié de 2026. Combien aurait-il eu s'il avait accepté ce fameux, on va dire, période de jardinage prolongée? Maintenant, Horner, il faut qu'il se place. Fait que, il veut pas attendre et il veut peut-être surtout pas se faire damer le pion ou manquer une occasion par quelqu'un d'autre. Donc, moi, ça ne m'étonne pas d'entendre parler de lui à droite à gauche. Maintenant, quelle option
va arriver pour Christian Horner? Est-ce qu'il va racheter de l'équité dans une équipe qui est à vendre? Haas ne semble pas être à vendre en ce moment, là, selon toute vraisemblance. Il y a Alpine qu'on a évoqué. JC parlait d'Aston Martin. Donc, ce qu'il veut avec Christian Horner, c'est des parts dans une écurie, chose qu'il n'a jamais eu, chose que Toto Wolff a, chose que Adrian Newey désormais a avec Aston Martin. Donc, moi, entendre parler de Christian Horner, je pense que c'est tout à fait logique et surtout normal. Puis c'est juste qu'on n'a aucune idée comment ça va se terminer. Et j'entendais même parler qu'il se rend pour parler peut-être pour fonder sa propre équipe à lui, Mhm. comme Otmar Safnauer fait en ce moment. Mais là, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Déjà que ça a été difficile d'avoir la 11e équipe Cadillac sur la grille. Une 12e, on est loin de là. Puis en même temps, il y a déjà un homme bien établi, Otmar, qui est en lice. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres monde en liste. Là. Fait qu'il y a, il y a beaucoup de monde qui cogne à la porte pour une équipe supplémentaire. Donc, je pense que pour Horner, ça risque d'être une avenue difficile. Moi, je pense qu'il risque peut-être d'acheter là, quelque chose là, avec un consortium ou des investisseurs dans une écurie qui serait éventuellement à vendre. Puis moi, je lève encore ma main pour dire que ça risque fortement d'être Alpine, mais c'est mon humble opinion. Christian Horner, écoute, tu me vends ton point, puis je suis d'accord avec ça, parce qu'au début, je me disais, bah, il peut se retirer, prendre un peu de repos, faire Ah, il autre pourrait. chose, attendre la moitié de l'année prochaine avant de revenir, mais t'as raison, faut pas que tu deviennes, même si c'est un gars qui il est dur à oublier, mais quand même, il veut rester dans l'action, il veut montrer que son intérêt, c'est en Formule 1. Il le dit, je veux être en F1 nulle part ailleurs. On voit déjà que c'est un passionné. Parce que, Mhm. comme je dis, il pourrait prendre des vacances pour aller, mais il veut rester dans le feu de l'action, il veut être là, ça lui manque cette adrénaline-là, probablement d'être dans les paddocks. Ça fait quand même 20 ans qu'il faisait ça, qu'il était là tous les week-ends de course. Je pense que il réitère justement son intérêt pour la Formule 1, mais surtout sa passion. Je pense que c'est très intéressant pour une écurie qui voudrait aller le chercher. Par contre, ça revient au même point qu'on mentionnait dans notre dernier épisode, c'est où est-ce qu'il a échaudé, où est-ce que c'est pas possible pour lui d'aller travailler. Le fait qu'il parle avec Lawrence Stroll, l'entente avec Adrian Newey, est-ce qu'Adrian est vraiment parti de Red Bull parce qu'il ne pouvait plus s'entendre avec Christian Horner ou il est simplement parti parce qu'il voulait Mhm. relever des nouveaux défis? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas tous dans ce dossier-là. L'avenir va probablement nous en apprendre plus. Mais moi, je suis d'accord, puis j'en avais parlé avant qu'on enregistre avec Jean-Christophe, pour Aston Martin, qui représente pour moi la meilleure place pour lui. On l'a vu, la flexibilité de Lawrence Stroll de vendre des Mhm. parts. Il le fait quand c'est venu le temps d'aller chercher Adrian Newey, donc il est ouvert à ça. On veut aller chercher beaucoup de liquidité du côté d'Aston Martin et c'est toujours payant pour Lawrence Stroll de vendre des parts parce qu'il a payé cette écurie-là 120 quelques millions, 130 millions, là, dépendamment comment on fait la Mhm. conversion. Ça vaut 2,4 milliards Ouais, aujourd'hui. Fait qu'à quand toutes même. les fois qu'il revend des parts, c'est comme acheter des sacs de chips au prix coûtant puis de les revendre 250 pièces quasiment. Là. Fait que Mhm. pour lui, je me sens toutes les comparaisons sont boiteuses, là, mais comme ça. Fait que tout ça pour dire que lui, là, de vendre des petites parts de l'écurie, c'est très payant pour lui. Là. Ça y enlève rien. Donc, c'est facile pour lui de vendre une part à Christian Horner. Et le fameux plan quinquennal, ça, c'est le dernier qui a accompli ça. C'est Christian Horner. Puis Lawrence Stroll, c'est ce qui réitère depuis qu'il est là, depuis qu'il a parti ce projet-là, de dire, ah, je vous donne 5 ans pour être une écurie prétendante à gagner des titres. Ça va pas nécessairement dans ce sens-là. On a essayé des choses, mais ça va pas nécessairement dans ce sens-là. On va le voir plus au début de 2026. Moi, ce que j'aime, c'est que Lawrence Stroll est dans la meilleure position. Il peut dire à Christian, ça m'intéresse, on va se reparler de ça. Quand est-ce qu'on va se reparler de ça? Après la première moitié de saison de 2026. Exactement quand Christian Horner va devenir disponible, puis exactement quand Lawrence Stroll va avoir l'heure juste de tous ces investissements qu'il a fait dans les dernières années, on rapporte quoi? Qu'est-ce qu'Andy Cowell fait présentement? Qu'est-ce que AJ Newey apporte à l'écurie? Qu'est-ce que le partenariat Honda? Parce que bien sûr que Christian Mhm. Horner connaît Honda. Donc, tout ça, une fois qu'il va avoir tout ce qui s'est placé, là, tout ce qu'il a investi, il va dire non, ça ne fonctionne pas, il me manque quelque chose. Là, il va peut-être ouvrir la porte à aller chercher Christian Horner. Donc, il y a toute cette belle opportunité-là de regarder sa première moitié de saison l'année prochaine d'Aston Martin et d'évaluer ses forces en présence, mais aussi ses besoins. Puis après ça, de peut-être aller de l'avant. Puis, entre-temps, peut-être qu'une autre écurie C'est ça. aura été le chercher, aura été le saisir, mais quand même, Lawrence Stroll peut se garder un petit moment pour évaluer ce qu'il a sous la main l'année prochaine, en début de saison.
Ensuite, si Christian Horner lui cherche un emploi, je peux te dire qu'il y a un Zach Brown qui est heureux quelque part, pas parce que Christian Horner est plus là peut-être, mais aussi parce que la nouvelle est tombée là, parce que tu sais comment que ça fonctionne, hein, François, lorsqu'on a des écuries ou des entreprises qui sont en bourse, il y a des chiffres qui doivent être rendus publics. Et puis McLaren a donné leurs chiffres pour la saison 2024. Et ce qu'on a appris là-dedans, c'est que Zach Brown a eu une augmentation de 11 millions de dollars entre la saison 2023 et 2024. Donc, il aurait empoché un salaire annuel de 37,250 millions. Ça, c'est en livres sterling. Donc, ça, il a empoché ça à la saison 2024. Et c'est une différence de 11 millions puisqu'il avait gagné 26,38 millions en 2023. La raison derrière tout ça, bien sûr, c'est les bons accomplissements de l'écurie McLaren. Un premier titre en 26 ans, titre des constructeurs. Mhm. Et ça fait de lui la personnalité du paddock la mieux payée après Lewis Hamilton et Max Verstappen. Faut quand même mettre ça en perspective que oui, c'est un gros salaire, oui, c'est un PDG, ce que le poste que Christian Horner recherche, le poste que Toto Wolff a aussi. Donc, c'est un poste très prestigieux, sauf qu'il y a plusieurs chapeaux, Zach Brown, à travers ça. Il Oui, s'occupe pas seulement de la Formule 1. C'est un gars qui voyage beaucoup. Toi, tu le vois en Indy ouais. constamment. Il va aussi dans des... moi, je suis un peu moins ça. Toi, je sais pas, mais il y a des rallyes aussi que McLaren participe, là. Puis il y avait la Formule électrique aussi. Donc, lui, là, il est PDG de l'entreprise McLaren au complet. Pas la division automobile, mais la division course. Donc, il y a plusieurs chapeaux. On va se le dire, je prendrais tous les chapeaux pour 37,25 Oh millions de mon dollars, Dieu. là. Mais quand même, il y a un gros salaire, mais il y a beaucoup de responsabilités aussi. Oui, ben, Zach Brown, clairement, depuis son arrivée, on va dire, au sein de l'équipe McLaren, je dis bien l'équipe et non pas l'écurie, Mhm, euh, on- il y a de la performance à droite à gauche, il y a du résultat. Donc, oui. je suis pas scotché. Puis oui, il a tous les chapeaux. Donc, moi, je le vois une semaine euh, en Formule 1, la semaine d'après, tu sais, il y a le décalage horaire, hein, les courses aux Mhm, États-Unis, c'est pas la même chose. Il est sur les puits des courses de IndyCar. Donc, ce monsieur-là doit se promener en avion privé régulièrement, arranger son horaire et, écoute, il a redoré le blason d'une écurie qui était au fond, là. Je veux dire, on se rappelle des mauvaises années de McLaren. Donc, moi, je ne suis pas étonné qu'il commande un salaire comme celui-là parce que clairement, l'écurie doit faire énormément d'argent. Donc, payer Zach Brown un salaire comme celui-là et avoir cette augmentation-là. J'imagine qu'il y a des bonus à la performance hein, reliés à ça aussi. mhm. Donc, tout ça fait énormément de sens. Puis, moi, j'ai des contacts qui n'aiment pas Zach Brown. C'est leur opinion. Moi, Zach Brown, je trouve que sérieusement, c'est un très bon PDG. J'aime son attitude, j'aime ce qu'il fait. Puis, honnêtement, je suis un peu jaloux de sa job, là. Ben, Rendu là. moi, ce que je trouve phénoménal, c'est que ce qui a rapporté à McLaren, tu fais bien de le Ah, dire, c'est bien sûr la structure pour avoir une écurie qui gagne des courses, ça c'est important, mais aussi le volet commercial. Il a commercialisé la marque McLaren. On voit énormément de mhm, chandails qui se vendent, ramener la couleur orange papaye, même s'il y en a qui étaient un peu contre ça parce que, oh, la couleur, oui, mais il a ramené de l'héritage, un peu ce que James Valls veut faire avec Williams, de faire comprendre à l'autre génération de dire on est McLaren, on est une grosse écurie. Vous nous avez peut-être pas connus, là, maintenant on a gagné un championnat, mais avant mhm, ça, vous nous avez pas connus, mais on est une grosse écurie. On a beaucoup de titres. Ça, je trouve qu'il a ramené ça, l'histoire veut pas, ramener des vieilles voitures lors de des événements de Grand Prix, faire des liens avec une voiture spéciale de Senna. Ensuite, la série sur Senna a aussi aidé l'histoire de McLaren. Donc, tout ça, Zach Brown fait bien ça, là, son côté commercial, parce qu'à la base, c'est un gars de marketing. Hein. Moi, je ouais. trouve toujours ça, tu sais, on a déjà parlé ensemble, puis je vais leur dire, je trouve ça impressionnant de le gars grandit à Los Angeles, puis son rêve, c'est de devenir directeur d'une écurie de Formule 1. Et j'imagine le jeune à Los Angeles qui dit un jour, je vais diriger l'écurie McLaren. Trouve-toi d'autres choses parce que j'avais fait la comparaison, je vais refaire la même. Un gars qui grandit en Suède qui dit hey, moi un jour je vais être directeur général du Canadien de Montréal. Fait écoute là, sais-tu il y a combien de gars ça la liste avant qu'on arrive au gars qui a Mhm, grandi en Suède, qui connaît peut-être bien le hockey, mais avant d'arriver là, c'est pas évident. Puis c'est la même chose en Formule 1 de dire le petit gars américain de la Californie qui s'est ramassé le meilleur candidat possible pour obtenir l'emploi de PDG de l'écurie britannique McLaren. En tout cas, mhm.
C'est incroyable son parcours. Un jour, ils vont peut-être faire un film là-dessus. Puis, tu sais, j'enlève l'histoire aussi qu'il avait passé à Roue de Fortune, là, qui avait gagné son argent pour s'acheter son premier kart, puis tout ça. Tu sais, il y a une belle histoire, Zach Brown, derrière tout ça. Fait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le trouve arrogant ou qu'on le trouve pas arrogant, on n'a pas le choix de respecter ce parcours-là. Puis aujourd'hui, ben, c'est lui qui en récolte les beaux côtés de ce travail-là avec son 37,25 millions de dollars. Est-ce que McLaren a dû couper pour payer le salaire de Zach Brown? J'en doute, mais on a quand Non. même décidé de libérer Alex Dunn, qui est un très très bon pilote irlandais. Ça a été une grosse nouvelle quand même qui a tombé. C'est pas tout le monde qui connaît Alex Dunn parce que bien sûr, c'est un pilote de F2, mais où ce qui a laissé sa meilleure impression, c'est quand il est venu faire des essais libres en début de saison, puis il avait fait de mémoire le troisième temps. Là. Il était tout de suite en arrêt d'Oscar Piastri. Ça avait pas mal pris tout le monde par surprise. Il avait montré son talent, puis depuis ce temps-là, ben, tout le monde l'a un peu à l'œil. Là, McLaren, d'un commun accord, et lui ont annoncé qu'on mettait fin à son contrat. Donc, contrat de développement, contrat de pilote de réserve, tout ça, c'est terminé, et c'est terminé effectif à partir où ce qu'on a fait l'annonce. Donc, tout de suite. On ne veut plus avoir de lien avec Alex Dunn et Alex Dunn ne veut plus avoir de lien avec McLaren. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on négocie ailleurs. C'est parce qu'il Mhm. est sur le point de s'entendre. Puis McLaren va se dire, ben, on va arrêter de te donner des secrets, c'était pour t'en aller. Puis Alex Dunn, ben, lui, il est pour dire, ben, moi, je vais être sûr que je vais être libéré de mon contrat pour être sûr d'être capable d'en avoir un autre. Ah Donc, ouais. pour moi, c'est ce que je lis entre les lignes. Euh, Ce que j'aime aussi, c'est que la transparence du docteur Marco. Tu sais, de chez Red Bull, les gens, encore là, c'est une autre personnalité que les gens, et certains aiment pas, très polarisant. Sauf qu'il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est sa transparence. Si vous voulez savoir ce qui se passe, allez parler à Dr. Marco. Il va vous en dire. Des fois, il en dit plus que bien des gens voudraient qu'il en dise, mais il en dit beaucoup. Puis lui, il le dit ouvertement. On est en négociation avec Alex. On regarde pour l'emmener chez nous. Là, il reste à voir dans quel où dans notre structure on veut le placer. Est-ce qu'on veut le placer aux côtés de Liam Lawson chez Racing Bulls dès l'an prochain, laisser une saison de plus en Formule 2 à Arvid Lindblad, ce qui serait pas fou, faire monter à Jar chez Red Bull, et ça impliquerait qu'il n'y aurait plus nécessairement de place pour Yuki Tsunoda. Mhm. Moi, je pense que si ce qui se dessine présentement, c'est que l'année prochaine, on va avoir Lawson puis Dunn chez Racing Bulls, puis c'est ça. Pour moi, cette nouvelle-là là, signifie la fin de Yuki Tsunoda dans l'univers Red Bull. C'est ma première perception de ça. Toi, tu vois quoi à travers cette nouvelle-là? Ben, déjà, la nouvelle est très surprenante, hein. Je pense que, Mhm. je sais pas si toi tu l'avais vu venir, mais moi pas du tout. Je la comprends, la nouvelle, parce que Alex Dunn est un pilote qui a montré là, dans les essais libres qu'il avait de la vitesse, mais McLaren, on est d'accord que si les pilotes actuels vont au bout de leur contrat, Alex Dunn, lui, ça ne lui donne pas d'opportunité tangible. En F1, un peu à la Felipe Drogovic, là, on veut-tu encore gâcher des talents comme ça et ne pas leur donner l'opportunité? Alors, McLaren, Dunn se sont entendus pour justement se séparer parce que McLaren n'a rien pour Alex Dunn, du moins dans ce que Dunn aimerait faire. Et ça amène Alex Dunn dans la conversation Red Bull. Il n'était pas dans la conversation Red Bull de la Non, semaine dernière. non. Donc, oui, tout ça fait du sens. On a parlé de Lindblad. Moi, sachant que Don n'est pas dans l'équation, moi, je parlais de statu quo la dernière fois qu'on a jasé de ça. Maintenant que Don se rend disponible, c'est sûr qu'il y a des équipes qui vont être intéressées de parce qu'il l'a démontré là, à Spielberg et dans les essais. Donc, oui, c'est normal qu'une écurie comme Red Bull caresse la possibilité. En même temps, ils peuvent lui signer un contrat d'un an, ne s'engagent pas à long terme et voir si ça fonctionne avec Alex Dunn. Donc, vraiment pas surpris que tout ça, que cette nouvelle-là, à la base, fait un petit effet domino là, d'opportunité là, et que Red Bull puisse être intéressé par un pilote comme Alex Dunn, parce que justement, leurs options à Red Bull, comme je disais, ils n'étaient pas pressés. Mais là, ça va peut-être justement amener un peu plus d'empressement dans leur cas à vouloir signer un gars comme Dunn, parce que s'il y a peut-être d'autres écuries qui vont vouloir aller chercher Alex Dunn, là. Ben, tu Euh, fais bien d'en parler parce que c'est où ce que je voulais en venir avec cette équation-là, c'est de dire, avec ce qui se passe avec Antonelli en F1, moi j'ai l'impression que ça donne le goût à Red Bull de laisser Lindblad gagner le championnat d'F2 l'an prochain. Je dis ça, mhm. c'est beaucoup de pression, mais tu es d'accord avec moi que s'il participe une deuxième année consécutive à Lindblad, il devient un favori pour remporter le titre. Donc, Oui. pendant ça, et ça, je trouve que c'est bon pour l'expérience. Donc, tu le laisses là. Ensuite, tu y vas avec Dunn, puis le bout où ce que
le bout, ce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le choix de le faire débuter en F1, c'est que leur adversaire principal pour signer Dunn, c'est Alpine. Alpine sont en Mhm. mesure d'offrir un volant F1 à Dunn. Ce qui n'est pas le cas si Red Bull ne lui donne pas le volant Racing Bulls. Il y a quand même des possibilités que Dunn soit un pilote, je sais pas pourquoi ça sort ça, mais un pilote Red Bull, mais en F2 l'année prochaine. Sauf que il y a aussi la possibilité, si on est en négociation de contrat, on l'a déjà fait par le passé, de dire, ben, on va te donner un volant F1 tout de suite. Puis en même temps, ben, tu sacrifies pas ton avenir qui est Lindblad. Don, il l'a dit, Helmut Marko, il fait encore des erreurs, mais il ressemble à un pilote Red Bull. Je sais pas où il voulait en venir avec ça, mais en dire qu'il y a un concept que lui, pour lui, ça l'intéresse. Il a juste 19 ans aussi. Ça, c'est intéressant. Là. C'est pas un gars de 24 ans là, qu'on décide de signer du jour au lendemain comme De Vries. Là. C'est un gars on n'a pas vu tout son potentiel encore. Donc, c'est intéressant. Puis à la base, ce qu'il a montré, c'est que la dernière fois qu'on l'a placé dans une Formule 1, mais il était rapide. Puis il était pas Mhm. si loin que ça qu'Oscar Piastri. Fait que c'est quand même des bons signes, ça. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir, mais c'est un dossier qu'on va suivre. Puis du côté de Alpine, même si on dit que c'est un adversaire, on continue de dire que nous autres, c'est seulement Paul Aaron ou Colapinto pour l'an prochain. Ben, j'imagine que des fois, il y a des choses qui se bousculent, puis peut-être que ça ouvre d'autres portes. Peut-être qu'on va vouloir aller quand même parler, savoir de son côté qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher avec le pilote irlandais. Mais c'est un dossier à suivre au cours des prochaines semaines. C'est sûr que Don n'a pas laissé tomber un contrat McLaren pour rien. Il y a quelque chose de concret sur la table. Ça, Mhm. c'est certain, certain, certain. Un qui avait quelque chose de concret sur la table. Mais avant qu'on en vienne à Verstappen, qui a fait tout un week-end de course, je suis sûr que tu veux m'en parler de ça. Je vais passer vite, vite Cadillac, parce que si on parle de Don, justement, qui est à 19 ans, qui a encore beaucoup de progrès devant lui, il y a un gars comme Pietro Fittipaldi, 29 ans, lui vient d'être signé par Cadillac. C'est un gars qui a... la fenêtre d'opportunité s'est pas mal refermée sur Pietro Fittipaldi. Il a quand même fait 2 courses de Formule 1. On se rappellera, c'est quand que Romain Grosjean avait eu sa terrible accident au Mhm. Grand Prix de Bahreïn, puis finalement, il y avait Ouais. eu la course incendie, puis toutes ces choses-là. Eh bien, finalement, on avait appelé Pietro Fittipaldi, qui était pilote de réserve chez Haas. C'est lui qui avait fait les 2 Grands Prix d'F1. Là, du côté de Cadillac, on vient de l'embaucher comme pilote de simulation, simulateur, faire du développement. Il est déjà dans les simulateurs, ça a l'air depuis le mois d'août, travaille avec Cadillac. Ma question pour toi, est-ce que tu trouves ça étrange qu'on va chercher un gars pour faire notre développement de voiture, mais qu'il y a seulement 2 courses en F1, ou ça n'a pas vraiment d'importance? Ben, il a fort probablement déjà fait du travail de simulateur pour l'écurie Haas avant, donc il aurait cette expérience-là. Puis déjà 2 courses dans F1, c'est peut-être beaucoup plus que ce que d'autres ont livré. OK. Donc, tu sais, Pietro Fittipaldi, c'est pas un pilote qu'on connaît beaucoup. On le connaît de nom, parce que le nom Ouais, parce que c'est Fittipaldi, le petit-fils d'Emerson c'est Fittipaldi, là. ça. Ouais. Puis bon, il a fait quelques courses, mais sans plus. C'est un pilote, je crois, j'imagine, avec son nom et son pédigré, aurait peut-être pu faire une belle carrière aux États-Unis. Mais de s'accrocher, peut-être que lui aussi pense que ça y ouvrait peut-être des portes dans le futur, mais à 29 ans, j'en doute fort. Mais c'est fort probablement un bon pilote de développement et c'est quelque chose qui est su par ces équipes-là, Haas et maintenant Cadillac. Donc, je suis pas non, je suis pas scotché que quelque chose comme ça arrive. En même temps, je l'ai pas vu venir, mais ça fait énormément de sens. C'est un gars qui a de l'expérience avec la motorisation Ferrari aussi en ayant été chez Haas. C'est un C'est lien vrai. qu'on peut faire encore. Comme tu dis, le lien du nom de famille, bien sûr, les Fittipaldi connaissent les Andretti. C'est un Brésilien, là, c'est pas un Italien, mais Oui, quand oui, même, c'est des gars c'est de l'ancienne génération. Puis quand ces on gars-là se regarde ça, connaissent. c'est Mm. ça, ces gars-là se connaissent. C'est ça que tu donnes un travail à quelqu'un. Puis moi, je pense que cette expérience-là du moteur Ferrari peut aider aussi. Parce que oui, c'est une nouvelle motorisation qu'on va avoir, mais il y a des principes de conception qui vont rester les mêmes. Sur une autre nouvelle du côté de Cadillac, on continue de multiplier les acquisitions. Une autre acquisition qu'on a faite aussi, c'est celle de Tyler Epp. Les gens de la Formule 1 ou de l'entourage ne le connaissent pas, avec raison. C'est un gars qui est très, très connu dans le côté marketing et dans le côté commercial. C'est lui qui est à la tête du Grand Prix de Miami. On pourrait même dire, lui attribuer aussi le fait que c'est lui qui a apporté la Formule 1 dans le sud des États-Unis. Elle a été à la tête de ce projet-là. Ça va très bien, Grand Prix de Miami. On vend, on est salle comble à tous les Grands Prix. On réussit à aller, on a prolongé notre contrat jusqu'à 2000, quoi. C'est 2040, quoi que ce soit qu'on a prolongé le contrat la dernière fois qu'on a passé là. Donc,
On a toujours des courses sprint, on a toujours si c'est un gars qui est très très près de la Formule 1, puis c'est un gars qui a réussi à brasser des grosses affaires pour le domaine du sport automobile aux États-Unis. Il a aussi occupé des postes avec les Chiefs de Kansas City, champion du Super Bowl, les Padres de San Diego. Il a été aussi à la tête du Hall of Fame of Racing aux États-Unis. Il a été dans le Sports Management Network. Dans le fond, c'est des agents. Et ensuite, il a aussi travaillé pour Chip Ganassi Mhm. Racing. Ça, c'est quelque chose que tu connais. Oui. Donc, lui, de son côté, Tyler Epp, eh bien, il va être là, il va être à la tête des stratégies commerciales pour Cadillac. Encore là, c'est une bonne nouvelle. C'est un gars qui a plusieurs contacts, mais beaucoup de contacts aux États-Unis. Faire en sorte peut-être que Cadillac F1 devienne la grosse écurie américaine plus que Haas, parce que c'est sûr que Haas, on n'a pas là, toutes ces petits tentacules-là qu'on est en train de mettre un peu partout du côté de General Motors. On a un gros soutien financier. Donc, on continue de faire ça. Je pense que c'est une belle acquisition pour faire grandir non seulement la F1, mais surtout la F1 aux États-Unis, en prenant un gars comme ça là, qui a plusieurs contacts, un gros réseau à travers les années. Tu voulais nous parler de Max Verstappen en fin de semaine, qui est... bon, il a tout petit dire qu'il a fait l'impensable. On dit qu'il a fait l'impensable. Parce que t'attendais-tu à Euh, une victoire de Max Verstappen en fin de semaine au Nordschleife, Nürburgring? En fait, sais-tu quoi? Oui, parce que il avait démontré tellement de vitesse lors des essais avec la Ferrari, alors qu'il avait emprunté le pseudonyme de Franz Hermann, Mhm. que je pouvais pas douter de ça. C'est sûr que de le faire, il y a pas juste la performance, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, ben parlons-en. Max Verstappen est allé, on a mis la table pour ça. Maintenant, c'est fait. Max Verstappen, à sa première participation dans la catégorie reine du NLS, là, la course d'endurance au Nürburgring, là, en prévision des 24 heures, a remporté la course extraordinaire. Puis, mais il n'était pas tout seul non plus là-dessus. Donc, pour faire un petit résumé rapide aux gens qui n'auraient pas vu ça, parce que c'est très certainement, Martin, qu'on en a parlé avec Jean-Christophe, Kevin, toi-même. Moi, samedi matin, bon, je me suis levé vers les 8 heures. Max Verstappen terminait son relais. Et c'est son coéquipier, Chris Lawlem, qui prenait ça. Mais après ça, j'ai eu mon téléphone d'ouvert pendant les activités des enfants et je suivais très fortement ce qui se passait au circuit du Nürburgring. Donc, Max Verstappen partant en troisième position, il avait qualifié 3 secondes derrière la pole, mais il avait connu du trafic lors du tour de qualification. Donc, partir troisième, c'est pas si pire. Il s'est Bon, puis, emparé. il faut le dire, 3 secondes sur un circuit comme ça, c'est commun. Ah, c'est En ça, là, Formule c'est 1, en des... Formule 1, 3 secondes, ça n'a pas de bon sens, là. T'as même pas Mhm. le droit de participer à la course si t'es 3 secondes en arrière de tout le monde, mais là, c'est à 3 secondes de la pole, mais sur un circuit de combien de kilomètres là-tu par cœur? Mais en tout Ah, cas, c'est 24, là. c'est ça, ben, ça a de Plus l'allure. qu'une vingtaine de kilomètres, Ah, mais c'est des tours de 8 minutes, 9 minutes, tout dépendant des conditions. Là. Justement, les conditions étaient changeantes. c'est Mais il ça. a eu du trafic, fait que 3 secondes, c'est pas si pire parce qu'il était pris. Tu sais, tu peux pas, c'est très étroit, tu peux pas dépasser n'importe où, puis il y a certaines règles. En gros, partait troisième, s'est emparé de la tête au premier virage avec un beau dépassement vers l'extérieur, a failli se faire sortir par une Porsche qui a perdu le contrôle. Mais Max Verstappen s'est emparé de la tête et n'a jamais regardé en arrière depuis ce temps-là. Il a réussi à bâtir une avance de plus d'une minute lors de l'arrêt au puits. Et lorsque son coéquipier, Chris Lawlem, qui est son coéquipier aussi de sim racing, là, de course de simulateur dans son équipe Redline, a pris le volant de la Ferrari, ben, non seulement il y avait une minute d'avance, mais il a très bien performé. C'est important de montrer aux gens, si jamais ils écoutent la course, que ces arrêts au puits-là n'ont pas de temps maximum, mais ils ont un temps minimum pour être sûr d'une certaine sécurité. Donc, si vous voyez qu'ils prennent leur temps et qu'ils ne se grouillent pas pour changer de banc, ben, c'est normal parce que au nom de la sécurité, il va y avoir Mhm. un arrow plus long juste pour être Je sûr que les comprends. ceintures sont bien mises. Chris Lawlem a terminé avec 24 secondes plus ou moins en avant du deuxième. Beaucoup vont se dire, ben, ah, il y avait une avance d'une minute. Là, il y a 24 secondes, il s'est fait manger la laine sur le dos. Ben, c'est qu'il a été retardé par le code 60, qui est des drapeaux jaunes sur la piste. Donc, il a perdu beaucoup de temps, contrairement à l'autre qui le poursuivait. Et ils ont gagné la course devant un triple champion des 24 heures du Nürburgring, M. Stepler, dans sa Mustang et son équipe. Donc, en gros, Max Verstappen a gagné sa première course de GT3. Je ne suis pas étonné parce que c'est un pilote extraordinaire et son coéquipier Chris Lawlem a démontré beaucoup de talent et c'était super dans leur Ferrari 296 là.
Vraiment un événement incroyable. Et s'il y en a qui se posent la question, quoi nous offrir, Martin, à Noël? Un petit modèle réduit de cette Ferrari 296 serait très accepté dans notre collection de modèles réduits. Ah, je sais que toi, tu as une collection de ces voitures particulières-là, donc Oui, ils ça. l'ont sorti sur le site de Max Ah, déjà? Verstappen, là. Ouais, Oh, en wow, ah édition oui. limitée, là, donc ça ferait bien dans ma collection. Ah oui, oui, mais je connais justement, on a un auditeur ici au F1 Podcast, Eric Lindros, on en parle Mhm. souvent. Son prénom, John Kurz, qui est un collectionneur, lui, de Hmm. ces choses-là sur le site de Max Verstappen. Il y va de temps en temps. Donc, je serais pas surpris, peut-être qu'il l'a déjà précommandé ou quelque chose qu'ils font. Mais c'est long, hein, avant de recevoir ça, là. Ah Mon oui, père. ça peut que ça prenne un an et demi, des affaires de même. Exactement. Mon père aussi, moi, collectionne les F1 modèles réduits, puis des fois, il faut les commander un an d'avance avant de les recevoir, mais c'est toujours le fun. Quand on les reçoit, là, c'est toujours comme un petit moment. C'est comme Noël quand une nouvelle voiture arrive. Donc, mais c'est le fun. Je savais pas qu'il l'avait déjà sorti, mais je sais que Ouais. le site maxverstappen.com fait beaucoup euh, d'éléments de collection comme ça, des petits casques, des choses comme ça. Puis on va chercher énormément d'argent avec ça. Donc c'est le fun. Mais oui, tout un accomplissement. Moi, j'ai Hmm. trouvé ça. Je l'ai écouté au complet. J'ai regardé au complet. J'ai trouvé ça au complet. En me levant le matin, j'ai vu des bouts. J'ai vu Verstappen. Puis après ça, j'ai vu le changement. Mais c'était déjà. Tu sais, ça s'est gagné dans le premier virage. Il a réussi à aller chercher les positions. Puis après ça, ben, il a contrôlé la course. Ouais. J'ai trouvé ça exceptionnel de sa part de réussir à faire ça, de faire ça dans un week-end de course où tu le disais, là, c'était un triple champion qui était derrière lui Ouais, quand triple même. champion des 24 heures. C'est Ouais. ça, Donc, de réussir. 23 ans d'expérience environ, Hey, c'est tu sais, fou. à rouler sur ce circuit-là, là. Donc, Ouais. c'est Puis incroyable, Verstappen là. arrive là, puis Ouais. passe son test, puis réussit à les gagner. Non, c'est quelque chose d'incroyable qu'il a réussi. C'est né que le début, hein, parce que tu Ouais. le dis, c'est l'année prochaine qu'il va avoir les 24 heures. Il va le faire sûrement. Ça va se passer entre le Grand Prix de Miami et celui du Canada. Tout à Donc, fait. c'est pas la première fois qu'on va voir ça. Moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est de voir le reste du paddock. Tu sais, George Russell disait aujourd'hui, mais quand tu as 4 titres de champion du monde, tu peux te permettre d'aller faire ça. Mais moi, regarde, je vais couper ce coup parce que je veux parler de notre dernier sujet vite, vite. Oui, oui. Mais ce que je trouve, là, oui, tout le monde dans le paddock reconnaît ce qu'il a fait. Moi, ce que je trouve impressionnant là-dedans, c'est qu'il s'était risqué pour lui aussi. C'est vrai. Parce que il aurait pu arriver 20e. Puis là, il y a des gens qui auraient fait comme ah, on voit quand il n'y a pas la meilleure auto, ou il aurait Mm. pu arriver 30e, il aurait pu arriver 50e. Ils sont 110. Là. Il aurait pu finir bien loin sur le classement. Donc, autant qu'il y avait à gagner, il y avait beaucoup à perdre, Max Verstappen, et il a pris ce risque-là. Je suis pas convaincu que c'est tous les champions du monde qui auraient voulu risquer leur héritage ou risquer leur aura là, qu'ils ont de dire ah, Mhm. moi, je vais aller m'essayer contre des pilotes. Je veux pas dire des pilotes de sous-catégorie, parce que c'est pas ça, parce que c'est des pilotes qui sont bons dans leur catégorie, mais de dire, ah, je vais aller risquer de perdre la face un peu contre des gars d'une autre division. Pas certain que c'est tout le monde qui le ferait. Donc, je salue ça de Max Verstappen d'avoir pris le risque de dire, bon, moi, je vais aller prouver, j'ai confiance en mes moyens, j'aime le sport automobile, puis je vais aller prouver à tout le monde que je suis un des meilleurs dans peu importe la série que vous allez me donner. Puis ça a été mission accomplie. En terminant, un qui a passé un moins bon week-end que Verstappen, eh bien, c'est Lewis Hamilton. On va lui offrir nos sympathies. Après le décès de son bulldog Coco en 2020, eh bien, c'est son deuxième bulldog Roscoe qui a rendu l'âme au cours du week-end. Ça a été un week-end difficile. Ça a commencé avec une sorte de pneumonie, rentré à l'hôpital. Après ça, quand on a essayé de corriger ça, après ça, il y a eu un arrêt cardiaque. On a réussi à le réanimer. On l'a mis dans un coma. Après ça, ben, il s'est retourné vers les réseaux sociaux pour demander des prières, pour essayer de voir si son chien pouvait prendre du mieux et réussir à s'en sortir. Finalement, Lewis Hamilton en est venu à prendre la décision que personne ne veut jamais prendre. C'est une Mm. décision qui est très difficile lorsqu'on doit décider. D'euthanasier notre animal de compagnie, notre compagnon, notre meilleur ami, toutes ces choses-là. Je suis certain qu'il y a des gens qui se reconnaissent à travers cette situation-là qui est pas drôle, qui est vraiment pas le fun, puis qui nous marque pendant longtemps aussi lorsqu'on est obligé de prendre ce genre de décision-là. Donc, nos sympathies à Lewis Hamilton pour la perte de son chien Roscoe. Je tenais à vous le dire parce que oui, ça fait partie de l'actualité, mais ça fait aussi partie du week-end de course à Singapour. Est-ce que Lewis Hamilton va être capable d'aller chercher une victoire, d'aller chercher une pole position, n'importe quoi qui pourrait lui remonter le moral, ou aussi peut-être rendre hommage à son fidèle compagnon qui était aussi très présent dans les paddocks. On l'a vu souvent, ce fameux bulldog-là, Roscoe. Ouais, ça reste à voir qu'est-ce que Lewis Hamilton va être capable de faire en fin de semaine. Mais c'est sûr qu'il a le cœur gros et ben, c'est pas facile. C'est pas facile pour lui. Donc, ça va être à surveiller en fin de semaine s'il peut rebondir. Ça serait le bon moment, disons, pour avoir quelque chose pour lui remonter le moral. Donc, on va lui souhaiter. C'est ce qui conclut notre volet actualité. On peut maintenant passer à la journée de vendredi qui se déroulait sur le circuit de Marina Bay à Singapour.
bien oui, au cours du week-end, le Grand Cirque retourne où ce que tout avait commencé pour les Grands Prix nocturnes sous les réflecteurs, avec plus de 1600 lumières LED pour éclairer le circuit où les voitures vont se disputer la victoire au cours du week-end sur le tracé de Marina Bay qui fait 4,927 km, qui compte 19 virages où les voitures peuvent atteindre des vitesses de 323,3 km à l'heure. Quatre zones DRS, et oui, j'ai bien dit quatre zones DRS seront à la disposition des pilotes et ils devront compléter 62 tours dimanche dans une chaleur accablante de Singapour parce que qu'on court le jour ou la nuit, on peut pas éviter ce 81% d'humidité au-dessus de nos têtes. C'est vraiment une problématique. Et je te dirais, François, que c'est probablement pour ça qu'on a décidé d'aller avec la C5, C4 et C3. J'aurais aimé voir la C6, mais j'ai l'impression qu'avec ces chaleurs-là, la C6, il pourrait même pas la mettre, installer le pneu sur la voiture qui serait déjà en train de se décomposer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est probablement pour ça qu'on n'a pas pris de la C6. Eh bien oui, j'ai lu les rapports scientifiques au sujet de la C6 et elle s'évapore Hmm. lorsqu'elle est apportée à Singapour. C'est donc la raison primaire pour laquelle ils ne l'ont pas apportée ce week-end. C5, C4, C3. On essaie de lancer des balles courbes, hein. On veut rendre le Grand Prix de Mhm. Singapour un peu plus intéressant. C'est ce qu'on a fait au cours des dernières saisons lorsqu'on a modifié une portion. Là, c'était entre la 14 puis le 16 de mémoire, où ce qu'on a modifié un peu les virages. On a enlevé ces fameuses chicanes-là en dessous des viaducs. Au début, c'est à cause qu'il y avait des rénovations à faire. Finalement, on a décidé de faire passer les voitures ailleurs parce qu'on préparait quelque chose. Puis finalement, je pense qu'on a pris la décision de ne jamais les retourner dans l'autre section, ce que je trouve quand même le fun. J'écoutais Jenson Button qui disait que ça fait un circuit qui est moins technique puisque ces chicanes-là étaient très, très dures à composer avec, sauf que ça fait un circuit qui est plus rapide Ouais. et ça fait probablement quelque chose qui est plus intéressant. On a aussi rajouté en 2024 la quatrième zone DRS. C'était dans la même optique de vouloir rendre ça plus intéressant. Là, je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment tenter le coup d'aller avec la C6 parce que ça serait intéressant, mais dans le fond, si aucune écurie pour les utiliser parce qu'elles sont inutilisables à cause Mhm. des circonstances, là, de la température, toutes ces choses-là. Donc, je comprends pourquoi on est allé pour la C5, C4, C3, sauf qu'on a quand même modifié la vitesse de la ligne des pluies. Parce qu'on disait qu'à 60 km/h à Singapour, les écuries n'étaient pas tentées à rajouter ça à leur stratégie de course, de dire, ah, viens au puits, on va faire deux arrêts parce qu'on est obligé de faire rouler les voitures à 60 km/h. Là, on s'est arrangé pour que ça soit sécuritaire pour tout ça, de dire on va y aller à 80 km à l'heure. Ce qui est c'est quand même 20 km/h de plus et ce qui peut Mhm. aider les écuries lorsqu'on met tout ça là, dans le gros fichier Excel, là, on va dire, là, dans leur gros fichier Excel de stratégie, puis ils font leurs calculs. Ben là, ils peuvent dire, ah, ben là, à 20 km/h de plus, c'est peut-être plus tentant de vouloir faire une stratégie de deux arrêts. Du moins, c'est ce qu'on essaie. On le dit depuis le début de la saison ici au F1 Podcast. Moi, tant qu'on essaye quelque chose, je trouve ça le fun. De voir que la Ouais. F1 tente quelque chose pour toujours améliorer le spectacle. J'ai été critique avec le Grand Prix de Singapour. Là. Je suis pas ici aujourd'hui pour faire à croire que je suis enchanté du week-end à Singapour. Là. C'est loin de là. À part que j'ai trouvé que les voitures aujourd'hui là étaient vraiment belles. Je sais pas si c'est à cause que je sais les médicaments Tylenol puis le sirop depuis hier. Là. Mais j'ai pas, j'ai regardé les voitures ce matin, je dis, ah, qu'ils sont belles, ça n'a pas de bon sens. L'aileron arrière, je sais pas si tu as remarqué, François, là, tu vois la grosseur de l'aileron qu'ils ont mis. On sait que c'est un circuit à haut appui aérodynamique, là, mais Mhm. on est capable de voir les commanditaires au complet sur l'aileron. Puis quand le DRS ouvre, là, on a l'impression que les DRS sont le double de la grosseur d'habitude, tellement que l'aileron est braqué. Là. On peut vraiment, en tout cas, vous pouvez pas le manquer, DRS ouvert ou pas ouvert. Puis à quatre zones DRS, mais on a l'impression qu'il est toujours ouvert, là, quasiment. Mais j'ai trouvé ça impressionnant aujourd'hui de voir à quel point que les voitures sont belles sous les réflecteurs. Je le dis souvent, c'est la meilleure façon de vendre le produit, vendre la vitesse. Sauf que je sais pas pourquoi. Je dis peut-être sirop, pilule ou quoi, mais j'étais encore plus enchanté du paysage ce matin. Il y a du meilleur stock que le Tylenol, là, pour pas leur faire de mauvaise pub, là, mais le Grand Prix de Singapour, et je pense que les habitués du F1 Podcast le savent, c'est pas ton préféré. Mais ça reste que visuellement, l'attrait est incroyable. Donc, rapidement, depuis 2008, hein, le Grand Prix de Singapour, moi, Oui. si tu te rappelles un peu, ou ceux qui ont écouté
dans les dernières années savent que c'est le premier Grand Prix que j'ai écouté en 2008 après une dizaine de plus ou moins 2 ans que j'avais comme lâché la F1 un peu. J'étais en France et je tombe sur le Grand Prix de Singapour. Je n'avais jamais vu ça. Je trouvais ça qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi ce Grand Prix-là? Et là, je retombé dans la F1. Donc, moi, le Grand Prix de Singapour a toujours une petite place dans mon cœur comme étant comme la course qui m'a ramené à la F1 après 2 ans de pause, là. Et Mhm. puis, je trouve ça super beau, hein, sous les réflecteurs, tout ça. Ah oui. Donc, je suis pas étonné que tu t'émerveilles devant la beauté des voitures parce que c'est vraiment fait pour être attrayant. Grand Prix de Singapour qui est là depuis 2008. Malheureusement, en 2021, à cause de la pandémie, il n'y a pas eu d'édition à ce moment-là, mais depuis 2022, on y est retourné. Puis j'ai vu un fait intéressant. Ça serait Daniel Ricciardo qui a le tour le plus Ben rapide oui, ben à oui, Singapour. ben oui, j'ai vu ça On moi se aussi. rappelle de ça, hein? J'ai vu ça dans les statistiques aussi. Daniel Ricciardo, ah ouais, c'est rare qu'on voit ça. Tu sais, toutes les fois qu'on sort les statistiques, ben, je Mhm. les envoie, là, on sort nos stats avant. Puis à toutes les Mhm. fois, c'est souvent Hamilton, Verstappen, Bottas. Des fois, on a un Vettel. Mais Mhm. Daniel Ricciardo, j'ai fait le saut, moi aussi, quand j'ai vu ça. Je dis, ah, ben Ben, oui, on se rappelle 2024. de l'événement en plus, Ben hein, oui. il l'avait rentré, c'était sa dernière course à vie. Il avait mis les pneus tendres et il lui avait donné le tour le plus rapide, mais après ça, il était disparu de la scène F1 pour de bon. Donc, je me rappelais, je savais qu'il avait fait le tour le plus rapide, mais je savais pas que c'était lui qui avait le record, par exemple. Il va sûrement le perdre en fin de semaine, malheureusement, parce que Il y les a des voitures chances. sont toujours plus rapides. Mais quand même, c'est le fun qu'il y ait eu il s'est retiré avec ce record de piste-là. Puis en plus, il avait été chercher Ou le le point fameux point Bonnie. qu'on donne plus cette année à cause de ça aussi, ce que j'ai trouvé Mhm. complètement stupide, là, parce que dans le fond, c'était une situation, on a puni tout le monde. Ça, j'ai trouvé que. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'il faut en parler à la fin de l'année. Ah oui. Savoir, même à un moment donné, je vais vous sortir, là, je vais vous le faire, là. On va faire le calcul. Ouais, je vais faire ça tantôt. Le Demande à calcul de. Kevin, c'est lui qui est bon avec les chiffres. Oui, On je va vais lui demander donner à ce Kevin de job-là, calculer Mister ça. Numbers, là, T'as raison. Moi, je suis malade. statistique. Je suis malade. Je vais donner ça à sous-traitance aujourd'hui. Je vais dire, Kevin, sors-moi le classement officiel si on avait donné le point depuis le début de Ah, l'année. ah ouais, ça Voir va être l'impact. On intéressant, ça. s'entend, là, c'est encore Oscar Piastri, il va mener. Là. Je pense pas que ça va dire, Probable. ah non, ça serait. Verstappen avec Ah, oui. plus 25. Je pense pas, là, parce qu'il n'y a pas eu 25 courses, mais quand même, ça Non, va être non. intéressant de voir c'est quoi l'impact, c'est quoi ça aurait changé, tu Ouais, sais, c'est vrai. de regarder ce côté-là. Peut-être que Norris serait plus près, mais j'ai l'impression que Norris a eu une coupe de tours le plus rapide. Mais on parlait de chaleur, parce que Oui, on peut pas parler de Singapour sans ça, là. non. C'est vraiment le taux d'humidité. On parle de 37 degrés au cours du week-end, 80% le taux d'humidité. On parle de 60 degrés dans la voiture. Il en fallait pas plus, là. Justement, c'était une super bonne question de Stéphane, qui est l'animateur du Radio Réveil le matin, là, où je fais mes chroniques à CNV Radio, là, Oui. pour les gens. AM 940, ça fait drôle de dire l'AM. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'AM, vous pouvez aller sur Facebook, le numérique, toutes ces choses-là. Parce qu'il y en a du monde qui me dit, hey, l'AM, ça existe encore. Oui, ça existe encore, mais c'est pas évident. Mais oui, les chroniques du jeudi matin, l'animateur du Radio Réveil me demandait, est-ce qu'ils vont avoir le droit de mettre leur air climatisé? Puis je lui répondais, je dis, il y a une nouvelle permission qui a été, un nouveau processus qui a été fait, sauf qu'on n'a pas le choix d'obliger tout le monde de l'utiliser parce que sinon, c'est du poids additionnel, puis les pilotes ne voudront pas le mettre. C'est comme ça, on veut toujours alléger nos voitures. Sauf que là, la FIA a pris la décision de déclarer le week-end de course un week-end de chaleur accablante. Donc ça, automatiquement, ça oblige, si je comprends bien le processus, là, ça oblige les écuries à mettre ce système de refroidissement-là qui donne une petite réserve d'eau et cette réserve d'eau-là fait circuler de l'eau froide dans notre veste là, qu'on a sous Ouais. notre combinaison, donc pour refroidir les pilotes. Par contre, comme j'écoutais Jenson Button mentionner, il dit ben, ça c'est bon pour le début, mais à un moment donné, cette eau-là vient chaude puis ça vient pire. Je pense que C'est vrai. c'est pas fou ce qu'il a dit. Parce que c'est vrai, c'est le même système pour l'eau. Tu sais, quand on veut boire de l'eau, les pilotes disent ah, on n'en boit pas souvent parce qu'à longue, c'est Ça comme vient boire. chaude. Ben, c'est quasiment comme boire de l'urine. Là. Ouf. Ricardo l'a déjà dit, parce qu'à longue, c'est tellement chaud, il faut vraiment que tu aies soif parce qu'il n'y a pas de. Tu sais, c'est Il n'y a pas pas de refroidi. compresseur qui refroidit l'eau dans les F1, Non. malheureusement. On pourrait en mettre dans chaque F1, comme tu dis, tout le monde égal, mais oui, c'est sûr que ça fait son temps. Mais il expliquait, Button, aussi que la température corporelle interne, Changera elle, pas. ne changera pas vraiment, là. Donc, Non. C'est plus mental. C'est ça qui ouais, explique. Tu ne sauveras pas des vies en faisant ça. Mais on va le voir par la perte de poids. J'espère qu'on va nous sortir la statistique parce qu'on dit que 9 livres, je crois. c'est ça, mais j'aimerais ça voir si en fin de semaine, à cause qu'on a le système de refroidissement, si on dit, ah, la moyenne
Les pilotes ont perdu 6 livres en moyenne. Ah, Tu ce sais, serait peut-être. intéressant de savoir ça. Oui, Kevin, s'il vous exactement. plaît. Non. Kevin va travailler toute la fin de semaine Ouais, sur on des va le faire stats. travailler d'aplomb. Non, c'est ça, mais je regardais ça, je me dis, peut-être que si ça a vraiment un impact, mais, tu sais, on va s'y, moi, j'aime beaucoup Jenson Button aux commentaires, là, puis Oui. il disait, c'est mental, ces choses-là. Je pense pas que ça aide vraiment. Mais en tout cas, ça reste à voir, mais quand même, c'est bon que tout le monde le sache que, si la FIA a décidé qu'en fin de semaine, on prendrait pas de risque, puis on forcerait tout le monde à avoir ce système-là. Ça reste à voir. On n'est pas obligé de le brancher, là. Je pense qu'on n'est pas obligé nécessairement d'avoir ça, mais en autant qu'on a toute cette petite réserve d'eau-là, donc c'est égal pour tout le monde. Ensuite, trajectoire technique, c'est important de savoir, est-ce qu'on Mhm. apporte encore des améliorations? On est à l'aube d'une nouvelle réglementation en Formule 1. Les écuries se concentrent sur 2026. Mais il y a Red Bull et Mercedes qui continuent d'apporter des choses. Red Bull, on a apporté un nouvel aileron avant. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est une évolution pour revenir marier un peu ce qu'on avait avec notre nouveau plancher qu'on a apporté aux alentours de Monza, qui a répondu très, très bien aux circonstances. On a amélioré notre voiture avec ça, donc cet aileron-là va venir aider. Puis on a aussi un nouveau capot moteur qui est plus spécifique au circuit pour aider la ventilation du groupe motopropulseur. Bien sûr, encore une raison en lien avec les chaleurs de Singapour. Du côté de Mercedes, bien, on a reprofilé notre aileron avant. Il y a aussi George Russell qui a Oui. reprofilé. Je savais où je l'en venir, hein? Ça, j'allais le dire, sérieux. George il a reprofilé son aileron aussi. Il est allé un peu drastiquement, là. Ouais. Je pense que de mémoire, c'est dans le virage 16 lors de la séance L2, en tout cas. Ben oui, c'était un nouvel aileron qu'on avait apporté. Quand j'ai vu ça, là, j'ai compris le visage de Toto Wolff et de. Ben, George Russell, je comprends, t'es jamais content d'avoir accroché. Mais le visage de Toto Wolff, ça devait être de dire, mais on n'en a pas tant que ça, des ailerons comme ça. Puis lui, ils viennent de nous en détruire une le vendredi. Donc je pense qu'on faisait des calculs de plafond budgétaire puis tout ça dans notre tête chez Mercedes quand on a vu ça. C'est pas l'idéal. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir pour le reste du week-end du côté de Russell. Si on va être capable de continuer avec cet aileron-là. Mais ça, c'est ce qu'on complète notre trajectoire technique pour le week-end. Donc, seulement 2 écuries qui apportent Très des bref, ta améliorations. trajectoire Ben oui. technique, mais on Hey, s'attendait à ça te avec. rappelles, hein, au début de l'année, on en avait Ouais, 10, 11, ouais, 9 écuries, 10 ouais. écuries, là. Puis c'est important de savoir que c'est Verstappen qui a l'aileron avant, on l'a pas donné à Tsunoda. Peut-être que justement, on veut faire le test comme qu'on fait des fois avec la nouvelle versus Mhm. l'ancienne. Il y a aussi le coût budgétaire. On a un gars qui se bat pour le championnat, puis on a un gars qui se bat pour rester en vie en F1. Ouais. Donc, c'est Excuse-moi, là. c'est deux circonstances bien différentes. Mais en tout cas. Je veux quand même parler de la EL1, même si c'est Ouais. jamais représentatif. Moi, je le dis depuis le début que je fais votre guide au F1 Podcast. Je prends les résultats de la EL1, je les mets dans une belle boule, puis je mets ça aux poubelles normalement parce qu'il n'y a pas grand-chose de représentatif. Quand même, faut le dire, Fernando Alonso, qui a été le plus rapide. Certains Ouais. diront, ben là, quand on voit que c'est pas représentatif, quand même, faut expliquer. Singapour, c'est un circuit à haut appui aérodynamique. À ce moment-là, ça diminue l'effet de traînée. C'est la même chose qu'on a vu en Hongrie. C'est la même chose qu'on a vu aux Pays-Bas. Quand on arrive sur ce type de circuit-là, la Aston Martin peut éviter de payer les pénalités de leur pire défaut. Leur pire défaut, c'est la Mhm. traînée. Donc, à ce moment-là, ça les aide. C'est un circuit qui est complètement différent de celui d'Azerbaïdjan, où justement, on doit y aller à faible appui, où ce qu'on a vu, Aston n'était pas capable de se faire justice. Mais là, on est dans une autre situation complètement différente. Puis pendant que Alonso faisait le meilleur temps, ben Stroll était en fond de grille. Et là, j'ai trouvé ça intéressant qu'on est allé chercher les informations du côté d'Andy Cowell, qu'on lui a demandé pourquoi il est si loin que ça, Stroll. Stroll faisait des tests avec un système de refroidissement différent, donc un équilibre différent sur la voiture. Lorsqu'on a donné les mêmes réglages que qu'Alonso, ben, ça a été beaucoup plus concluant dans la deuxième séance d'essai libre, mais quand même. Et l'autre fait saillant de la première séance, ça a été Albon, incendie au niveau des freins. Mhm. On a pris énormément de temps aussi à éteindre tout ça. Donc, ça a fait que Williams ont dû travailler très, très fort pour être capable de préparer la voiture afin d'être disponible pour la deuxième séance d'essai libre. Toi, de ton côté, première séance, de voir Alonso le meilleur dans les temps. Comme je te dis, il y a une explication logique derrière ça, mais je m'attendais pas nécessairement à le voir premier. C'était le fun de le voir là parce que de mémoire, là, ça faisait plus de 2 ans qu'il n'avait pas dominé une séance. En tout cas, ça fait vraiment longtemps qu'il n'avait pas été là. Donc, c'était le fun quand même de le voir là. Oui, ben, on a vu quand même dans certaines séances d'essais libres, dans les derniers Grands Prix, Aston Martin se pointer aux avant-postes. Peut-être pas premier comme ça, mais il y a quand Mhm. même eu, mettons, des top 5, des top 7. Donc, c'est encourageant. Espérons justement que tu en as parlé, leur défaut plutôt leur faiblesse, on va dire, est moins mise.
en évidence dans un Mhm. circuit comme Singapour. Puis, c'est à ça que ça sert les essais libres, hein, Lance Stroll. On essaye des trucs, on récolte des données et on les applique ensuite. Je suis content pour Alonso. J'espère que ça va pouvoir se transposer sur la piste et peut-être des top 10 là, pour les deux Aston Martin. Ça serait vraiment intéressant. Pour ce qui est de l'incendie à Albon, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Il avait posé la question à James Vance, pourquoi vous n'avez pas enlevé les pneus pour Oui. éteindre ça? Puis il a expliqué Ouais. que si on enlevait les pneus, ça augmentait le niveau d'oxygène au frein, évidemment. Puis oxygène et feu, pour ceux qui connaissent un peu ce phénomène-là, ben, on ne veut pas alimenter là, la flamme. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je me ah ouais, tant que ça. Fait que c'était un fait intéressant que ça me tentait de partager avec vous, que j'ai appris ce matin. Oui, c'est quelque chose qui est très logique, mais qu'on prend pas toujours le temps non plus. Tu sais, on se dit, ah ben là, enlevez donc Ouais. le pneu, vous allez éteindre Ouvrez le la feu. porte! Ouais. Ouais, mais c'est ça. Puis c'est un principe fondamental qu'on apprend Mhm. justement dans les préventions d'incendie, de dire si tu ouvres une porte, ben, tu vas alimenter ton feu. Ben, c'est le Ouais. même principe, là. On a pris plus de temps, on a essayé d'y aller tranquillement, d'éteindre ça sous la roue, d'empêcher que ça vienne se propager un peu partout. Ça n'a pas été un grand succès, mais j'imagine, selon les dires de James Ross, que si on avait enlevé la roue, ben, ça aurait été bien Bah, pire. ça aurait été C'est ça, pire, là. c'est Ouais. ça, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça avait l'air maladroit, là, comment on était autour de la voiture, mais finalement, on a réussi par régler tout ça. Euh, j'ai le goût de dire que c'est revenu à la normale quand on est allé dans la deuxième séance d'essai Mhm. libre, parce que là, c'est Oscar Piastri qui arrive, qui doit je ne peux pas dire se faire pardonner, mais il doit connaître un bon week-end, doit rebondir de son week-end difficile à Azerbaïdjan, nous a habitués à faire des erreurs, ben, plutôt a fait des erreurs qui ne nous avaient pas habitués, Mhm. qu'on n'était pas habitué de voir faire ça. Là, finalement, il doit rebondir, il arrive fait le meilleur temps de la deuxième séance d'essai libre, semblait en plein contrôle, réussit à coller près d'une demi-seconde à son coéquipier Lance Stroll, je suis rendu n'importe où. Le Lance Tylenol, Norris. le Lance Tylenol, Norris. le Tylenol embarque. Ouais. Non, c'est ça. Avec Lando Norris, il a réussi à faire une demi-seconde. Ça a même, on dirait que ça a comme attaqué la confiance de Norris, qui est pas très, très forte non plus, parce qu'il s'est mis tout de suite à poser des questions. C'est la voiture, c'est moi, c'est quoi je fais pas correct? C'est ça, il était déjà en train de se remettre en question dans la deuxième séance de libre aujourd'hui. Donc, pour toi, Piastri qui arrive au-dessus du peloton à Singapour, est-ce qu'il avait besoin de ça pour sa confiance? Puis ça fait du bien à McLaren aussi de revenir à l'avant, là, parce qu'Azerbaïdjan, ça a vraiment été un week-end à oublier. Oui, ben c'est certain que ça a pas, ça a été la tâche au dossier de Piastri. On en parle parce que c'est pas quelque chose qui nous a habitués, comme tu viens de le mentionner. Piastri, c'est un métronome de fiabilité. Donc, toujours un peu sur la même route, là, la même trajectoire. Ce, Mhm. ce gars-là finit ses grands prix, marque des points. Ah, ça faisait quoi, 40 quelques courses qu'il avait terminées, il n'avait pas 44, abandonné et ouais. 34 34, courses ouais. dans les points. Donc, bon, il se rapprochait des records. Et on repart à zéro. Mais c'est pas impossible pour un pilote comme Piastri. Donc oui, ça lui prenait ça parce que ça a quand même été catastrophique à Bakou. On a fait le tour de la question. Donc, pour ce qui est de Norris, dans son cas, ben, en même temps, on parlait un peu de sa mollesse, si on veut. La dernière fois qu'on parlait, le profil, le pedigree de champion du monde potentiel. Il faut que Lando Norris, tout le monde qui est plus fort mentalement, on se rappelle qu'il a quand même gagné cette course-là, sauf qu'il a failli avoir un accident, là, faire ce que j'appelle un Russell, là, Oui, où il a accroché. De mémoire, je pense que c'est avant le virage 10, si je ne me trompe pas. Il y a comme un genre de petit croche avant la courbe. Là. Je pense que c'est là. Mais même si ce n'est pas là, en tout cas, avant de prendre la courbe, la barrière de sécurité s'écarte un peu, hein? Donc, la roue y avait frappé. Russell avait perdu, avait brisé sa roue. Norris a failli briser sa victoire de cette façon-là. Donc, c'est un circuit qui est piégeux. Il faut démontrer de la confiance, parce que si on a une approche le week-end à Singapour avec très peu de confiance, ça ne m'étonnerait pas qu'on se ramasse une barrière à un moment ou à un autre. il y a des points de freinage qui sont virage 7, là, c'est pas évident de trouver le bon Non, point de non. freinage. On a des endroits qui sont compliqués, il faut prendre des risques. Aujourd'hui, c'est c'est- c'est bizarre parce que Norris semblait prendre plus de risques que Piastri,
sauf qu'il y avait une demi-seconde de différence. C'est pour ça, d'après moi, que sa confiance était un peu affectée, puis il y avait des questions envers son ingénieur de course, Will Joseph, parce que il demandait, il disait, écoute, moi j'ai l'impression que je fais le maximum, mais j'ai pas ça. Puis à un moment donné, on lui a même demandé de faire un tour sans DRS. On dit, ah, active pas ton DRS, je vais pouvoir avoir un meilleur profil de ton tour, puis après ça, on va être capable d'évaluer, parce que des fois, c'est sûr que tu regagnes du temps avec le DRS, toutes ces choses-là. Fait qu'on dit, on va faire un tour neutre, puis on va être capable de mieux évaluer, je vais pouvoir te trouver des solutions. Donc, Will Joseph qui travaillait vraiment dans le sens de la motivation de Lando Norris, mais quand même, je trouve qu'un vendredi après-midi, avec autant de remises en question, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir dormir là-dessus. On va lui proposer des solutions demain, puis revenir. Mais quand même, c'était pas évident pour Lando Norris aujourd'hui. On voyait qu'il aurait aimé faire mieux. Il semblait en contrôle de sa voiture. Ben, t'as déjà eu ce feeling-là, ce sentiment-là, François, je sais, puis c'est le pire sentiment. Quand t'as l'impression que tu fais le maximum, que Ouais. t'es rapide, mais que le chrono va pas dans ce sens. Ça, c'est là que c'est compliqué. Hein? Quand tu as l'impression, tu finis ton tour, je me rappelle d'un tour de Vettel dans ses derniers moments en Formule 1, où ce qui passe le fil d'arrivée, puis il a l'impression qu'il a fait le meilleur tour qu'il pouvait faire, puis le gars, il dit, ah, OK, on est dehors, t'es 20e. Ah, Ah, tu sais, c'est le pire sentiment parce que tu dis, OK, si tu as fait une erreur par-ci, par-là, tu comprends, mais quand tu as l'impression que tu as tout fait, t'as pas les résultats, c'est pas évident, mais j'ai l'impression que c'est ce que Norris avait aujourd'hui. Et la chose que j'ai trouvé intéressante, par exemple, que ne manquez pas. Je peux pas faire un épisode de votre guide sans vous dire de ne pas manquer les qualifications parce que pour moi, on a tout un spectacle en qualification depuis quelques années en F1 ah là. oui. C'est tellement serré. Puis là, lorsqu'on regarde Piastri, OK, il fait 1:30,714. Deuxième, Isaac Hadjar, OK. Je pense pas Ben qu'Hadjar oui. va être là dans le week-end de course. Ça va être nécessairement deuxième. Mais ça montre qu'on est très, très près. Puis il y avait une évolution de la piste. Hein. C'est un circuit là, que normalement, il n'y a pas d'autres voitures qui passent là. On n'a pas d'autres grands prix. C'est en pleine ville. Donc, comme Azerbaïdjan, il y a une évolution de piste qui se fait constante. Là, on annonce peut-être de la pluie, fait qu'il va y avoir du travail à refaire, mais on voyait tout au long de la séance. C'est quasiment le dernier qui passe le fil d'arrivée va faire le tour le plus rapide. Mais quand même, lorsqu'on regarde Adjar, un peu plus d'un dixième, Verstappen, on regarde là, je vais vous les donner. 0,132 pour Adjar, 0,143 pour Verstappen et 0,163 pour Alonso. Donc, juste là, on a 4 écuries différentes à un dixième d'écart. C'est énorme, là. Je veux dire, C'est incroyable comment c'est serré. c'est serré, c'est ça. Fait que demain, ça, c'est, tu sais, un dixième en Formule 1, c'est une erreur, à peu près. Fait Mhm. que c'est à une erreur près de faire, d'avoir une pole position pour 4 écuries différentes. Bien sûr, Norris, là, ça tombe à quasiment une demi-seconde. C'est pour ça qu'il se Mhm. gratte la tête, là. Lui, il comprend pas. Stroll à une demi-seconde. Ben, ça, tu sais, on peut comprendre qu'il y a un écart entre lui et Alonso. On le sait, c'est naturel. Puis après ça, mais tout le monde est à une demi-seconde après ça. Ocon, Sainz, c'est encore là, c'est très près. Là. Aller jusqu'à la huitième position, c'est une demi-seconde de la pause. C'est très, très près. Leclerc, la Ferrari à 7 dixièmes, je pense pas que c'est vraiment représentatif. Hamilton, lui, il est à 0,777, mais il a fait ça en médium. Toutes ses tentatives sur les gommes tendres, il est arrivé quelque chose. Il a accroché le mur, après ça, il a fait une petite erreur, donc il a été obligé d'avorter. Donc à ce moment-là, d'avoir les 10 premières positions en l'incart de 7 dixièmes. Après ça, ça tombe à Tsunoda qui est à une seconde, qui était 11e, 12e pour Berman. Encore là, encore dans une seconde d'écart. 13e pour Albon, mais là, on est rendu perdu à 1,3. Mhm. Mais c'est très, très près, là. Hülkenberg, 14e. 15e pour Bortoletto, lui qui a eu énormément de difficultés aujourd'hui. C'était pas évident pour sa première présence. Les Alpines, on les attend pas. 16e pour là. Lawson, lui, a frappé le mur. Euh, Ah oui. j'ai peut-être manqué, mais je trouvais que le contact n'était pas si sévère que ça. Moi, je l'ai manqué, mais ça a tout démoli. Le pneu avant droit, arrière, ensuite le feu est en train de prendre en dessous de la voiture. J'ai peut-être manqué le contact initial, mais il me semble que c'était pas si gros que ça. Tu me dis si je me trompe, François, là. Ah Mais ben, quand même. Oui. ben, c'était pas violent comme un Non, c'est ça, hein? contact de front, un peu comme Russell l'a mangé sur le nez, là. Mhm. Mais il est quand même rentré de côté dans un virage assez rapide, là. Donc, c'est sûr que tu sais, ça fait ses dommages. Puis, les, les premiers dommages en ont engendré d'autres, là. Tu sais, la crevaison, le pneu qui éclate, etc. Donc, il a perdu sa roue. C'était quand même intense, là, tu sais, parce que c'est un virage très rapide, là. Donc, Non, c'est ça, c'est la rapidité, mais ça a mis fin tout de suite à sa séance. ah oui.
à sa séance d'essai libre. Donc, lui n'a pas pu continuer. Donc, 17e, 18e pour Antonelli, 19e pour Franco Colapinto Colapinto. et 20e pour George Russell. Russell le Ouais, mentionnait. Oui, il a accroché le mur, a dit que c'était un peu bizarre comment il a fait ouais, ça, rentrée de tout à fait. fond, reprofilé. Sa nouvelle aileron reprofilé. Puis ensuite, après ça, a mentionné que c'était probablement le vendredi le plus difficile pour Mercedes, qu'on avait de la misère à se retrouver. On le sait, on le répète, Mercedes, quand c'est frais, ça va bien. Quand c'est chaud, on n'aime pas ça. Ouais, ben on le voit depuis plusieurs années que la Mhm, Mercedes, qu'elle aime les températures un peu plus froides. Dans le cas de Russell, il semblait dire il avait freiné un peu plus tôt que de coutume. Bizarrement, le train arrière s'est dérobé sous lui. Puis c'est de valeur qu'on n'avait pas Jean-Christophe avec nous parce que ça, c'est une chose que moi, je constate là, lorsque je pilote, mettons, sur simulation. C'est que lorsqu'on approche un virage de façon différente que de coutume, exemple, là, tu sais, notre point de freinage, on le devance un petit peu parce qu'on veut aller moins vite, soit on est dans le trafic ou quoi que ce soit, ça nous ça nous désarçonne un peu, ça dérègle un peu toute on va dire la mémoire musculaire que tu as de mhm. prendre ce virage-là constamment de la même façon. Donc, je ne sais pas dans le cas de Russell ce qui est arrivé, mais il l'a vraiment qualifié de bizarre, weird en anglais, ce qui s'était passé. Donc, oui, il a perdu. C'était quand même un virage relativement rapide. Perdu le contrôle, t'es arrivé le nez dans la barrière Tech Pro, drapeau rouge évidemment, parce qu'on doit remettre tout ça en place. Donc, ça l'a mis un stop à sa séance de pratique assez rapidement. Peut-être faire travailler un peu ses mécanos pendant la nuit, mais bon, vaut mieux maintenant, là, comme tu as dit, que le jour de course. C'est comme si ça a changé l'équilibre de sa voiture, hein. C'est Ça se bizarre, peut très bien, c'est c'est ça, là. ça. Le transfert de poids, etc., là, ça, Hein, ça, le ça peut carburant à désarçonner. bord qui se promène, ou je sais pas, on dirait que c'est ça S'il qui se l'a surpris. transbahute, Transparent, ouais, il fallait l'utiliser. à Euh, quelque part. c'est ça, c'est quelque chose comme ça que ça a fait, puis là, lui il a perdu la voiture. Ça coûte cher parce que la deuxième séance de libre, faut l'expliquer aux gens, c'est la plus importante. La troisième le matin, Mhm. on fait juste se préparer. Là, le samedi matin, là, on fait juste se préparer pour la qualification. On va prendre un peu. C'est quasiment une. C'est pour passer le temps. C'est un riche. Ouais, mais j'ai quasiment dit, le troisième, tu sais, on dit pratique. C'est vraiment des séances de mise au point. OK? Mhm. Je veux pas tout changer le vocabulaire de la F1, mais je dirais que la première, c'est une pratique. La deuxième, c'est une séance de mise au point. On veut vraiment comprendre comment on va régler notre voiture pour la course à qualif. La troisième, c'est un réchauffement. Mhm. C'est avant on a la qualification. On veut pas avoir un gros accident dans la troisième séance parce que on a une qualification plus tard dans la journée. Donc, c'est vraiment la deuxième que là, on veut vraiment, on est à la même heure que la course, la même heure que la qualif. On a les mêmes situations, là, probablement le soleil, la chaleur. Ben là, il n'y a pas de Mhm. soleil, mais tout ça rentre au même endroit. Fait qu'on peut vraiment aller mesurer ce qu'on peut faire. Là, ce que ça fait, c'est que George Russell n'a pas essayé sa voiture avec plein de carburant. Donc, on n'a pas fait de Mhm. simulation de course. On n'a pas essayé les gommes tendres. Il y a plein de choses qu'il n'a pas faites. Fait que là, ça veut dire qu'au moment du Grand Prix, lorsqu'il va s'élancer au départ, la première fois qu'il va freiner, mais ça va être la première fois qu'il va sentir sa voiture pleine de carburant. Il n'aura jamais essayé depuis le début du week-end. C'est pour ça là, qu'il avait une drôle de face après ça. Il n'était pas du tout content parce qu'on a besoin de ça. Puis c'était pas un week-end qui était super facile pour Mercedes. Donc c'est pas comme ben on est quand même en contrôle, on sait ce qu'on va faire. Probablement qu'on a eu une semaine difficile dans les simulateurs. On avait besoin de ce temps-là en piste pour tirer des conclusions, pour faire grandir notre fenêtre de performance. Finalement, on arrive là, puis tu sais, on peut pas se fier sur Antonelli non plus, là. C'est pas comme si on avait Non. deux pilotes, hein. Quand même que George Russell veut se tourner de côté puis dire, ben, moi, j'ai pas de données, mais je vais prendre ceux de Kimi. Ben, Kimi, c'est une première fois à Singapour, là. C'est pas évident pour personne, donc, puis en même temps, on dit ça, puis on a Adjar deuxième, là, mais Adjar, je pense qu'il nous habitue. C'était pas lui. Tu sais, Bortoletto a eu de la misère aujourd'hui. Berman, c'était Mhm. correct. Après ça, Anthony, c'était compliqué. Puis Adjar, ben, deuxième pour une année recrue. Donc, ça monte encore, hein, Isaac Adjar qui. Ouais, j'espère qu'il va pouvoir le transposer en résultat de qualification. Ouais, ça serait le fun. Ça serait le fun Mm. de le voir bien faire du côté de Racing Bulls. Normalement, Racing Bulls répond bien dans ce type de circuit-là à haute appui aérodynamique. Un peu moins dans Mhm. ceux plus rapides à moins d'appui. Donc, on pourrait quasiment y aller d'une prédiction label A maintenant, là, si tu veux. Ben, Adjar, pourquoi pas se mettre dans les pieds dans la haie. les pieds dans Donc, Adjar top 5. ah ouais, donc.
On en y va. qualification. On y va à genre top 5. Et tellement c'est une bonne lancée. Puis là, je vais toucher du bois parce que je veux pas le Moi non jinxer, plus, comme moi on non dit, plus. là. Comme qu'on fait avec Bois Stroll. ici. Bois, ouais. À genre top 5 et on y croit dur comme fer. OK, donc Agile top 5, c'est notre prédiction labellet pour la qualification de samedi. En espérant que le franco-algérien sera de notre côté, il réussira de nous surprendre encore une fois. Ça serait le fun, ça serait le fun pour lui. Euh, une situation qu'il faut parler, parce que ça a retenu beaucoup l'attention, vous allez Oh sûrement oui. voir les photos sur les réseaux sociaux, c'est le contact entre Norris et Leclerc dans la sortie des puits. Ça, c'est un unsafe release qu'on appelle, Ouais, là, une relâche non sécuritaire ouais, tout à fait. qui a été fait par Ferrari. Donc, c'était voué à arriver. Là, les écuries veulent toutes se dépêcher à sortir. Là, on avait eu une neutralisation, drapeau rouge. On attendait. Puis là, on a dit comme 30 secondes avant l'heure, ou ce que ça a été une erreur de la FIA là aussi. Là. C'est peut-être pour ça qu'on a été plus clément dans la, comment on appelle ça, réprimande qu'on a donnée. Oui, oui, oui. Je regarde ça puis je me dis, 30 secondes avant, on leur dit, OK, là, c'est beau, à partir de telle heure, dans 30 secondes, vous allez pouvoir retourner sur le circuit. Donc, tout le monde commence à sortir en même temps des puits. Puis là, le gars de Ferrari, il dit à Leclerc, ben, vas-y, puis il s'en va directement Ich. dans l'aileron avant de Lando Norris. Finalement, on a donné 10 000 $ d'amende à Ferrari. On dit, on est allé un peu plus salé pour faire comprendre le message. En même temps, Ferrari, il s'en fout de 10 000 $ là. Je comprends qu'on a un plafond budgétaire, mais si tu dis à une écurie, qu'est-ce que t'aimes mieux? On va t'enlever 3 places ou une. Normalement, la jurisprudence dirait une place pour un contact en essai libre, là. C'est ce Mhm. qu'on a vu avec Lance Stroll plus tôt dans l'année. Donc, on dit, on va te donner une place où tu vas payer 10 000 $ pour retrouver ta place. Payerais-tu 10 000 $ toi, si t'étais Ferrari, pour gagner une place sur la grille? Oui. Tu sais, je pense que. Ben, je dirais oui parce que Ouais. cette position-là, en termes de résultats purs et durs, elle représente plus que 10 000 $. C'est C'est bizarre à ça. dire, mais c'est ça Ben pareil. oui, c'est ça. C'était bizarre comme événement parce que, tu sais, évidemment, j'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir regarder les essais en direct. Donc, et puis quand c'est arrivé, j'ai fait, tu sais, on l'a pas vu en direct, hein, ils ont comme fait, hey, c'est arrivé ça, puis là, on a vu la reprise vidéo. Première des choses, cafouillage de la part des employés de Ferrari qui gèrent la sortie des puits. Mhm. Les McLaren sont clairement là. Donc, il faut que tu attendes ton tour. Et quand Leclerc est sorti, je dis, voyons, il l'a pas vu, Lando Norris. Il avait, puis là, on voit la caméra embarquée, on voit que Leclerc regarde à gauche complètement, ne regarde pas devant lui, ne voit pas, bizarrement, ne voit pas la monoplace de Lando Norris, rentre dedans, puis là, la met tout croche. Mais sérieusement, je me rappelle pas avoir vu quelque chose comme ça, d'aussi flagrant. Puis, il me semble que quand tu as un seul travail à faire, c'est comme la sécurité, mettons, de la sortie des puits. Je trouve que au niveau de la F1 où tu es supposé être au sommet de ton art, c'est quelque chose de très brouillon. J'ai rarement vu un événement comme ça, là, Qu'est-ce proprement dit. C'est ça, c'est bizarre. On comprend, les pilotes ne voient pas. C'est la responsabilité de l'employé de vraiment dire, OK, go, vas-y, vas-y pas. Moi, ce que je trouve un peu, quand tu regardes ça, tu mets ça en perspective, tu te dis, on dit à Ferrari, ça vous coûte 10 000 $ mais ça vient de coûter, un aileron avant, c'est à peu près 200 000 $ en Ah, F1. ça doit être, c'est Ben, c'est 200 épouvantable. 000. Puis ils n'en ont pas des tonnes, hein? T'en Non, non, parlais c'est ça. tantôt, là. Fait que là, tu dis, la FIA envoie 10 000 $, une facture de 10 000 à Ferrari. C'est eux qui vont prendre l'argent. Puis pendant ce temps-là, McLaren dit, écoute, ça vient de nous coûter 200 000, nous autres, parce qu'il y a un gars qui a pas regardé où ce qu'il va, puis qui envoie un. Je trouve qu'il y a des affaires, des fois, comme ça, qui font pas de Mm. sens. De dire que, tu sais, je veux pas Ben, savoir aller t'avais se. pas le bon vieux casseur-payeur en tête à un moment donné, toi? Oui, oui, Il me semble que tu avais dit ça, hein? Mettons, que tu sois responsable de certains Mhm. bris, tu sais, mettons que tu as un accident responsable, ben que ce soit toi qui paye parce Ben que oui. les autres équipes écopent. Ben c'est ça, je trouve, parce que t'amputes Ferrari 10 000 $ sur un plafond budgétaire, mais Pas t'amputes McLaren de grand-chose. 200 000. Mm. Tu sais, en tout cas, c'est à McLaren de se fâcher, là. Je vais pas me fâcher pour eux autres, là. Je pense que si on sont capables de donner 37 millions à Zach Brown, mais ça compte pas dans le plafond budgétaire. Tu sais. C'est vrai Juste que. ce bout-là que je trouve hallucinant. Ben, pour ce fait que là, on a fait le tour quand même. On l'a dit, contact avec Norris. Russell a Mhm. frappé le mur. Lawson a frappé le mur. Tout le monde Là, s'est planté, tout finalement. le monde, tout le monde ben, pas autant qu'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, c'est dur Non, à battre, non. là, avec les 6 drapeaux rouges, là. Ça a Aïe, quand aïe. même mieux été. Ça a été relativement plus tranquille aujourd'hui. Les petites statistiques qu'il faut garder en tête, lorsqu'on regarde euh,
j'aime ça quand même donner cette statistique-là. Si on décroche la pole à Singapour, est-ce que c'est payant de partir en pole à Singapour? J'ai en tête que non, ce n'est pas tant que ça. 2018, c'est Lewis Hamilton qui avait eu la pole, c'est Hamilton qui avait gagné. Fait que ça, c'est pas pire. En 2019, c'était Vettel qui avait eu la pole, mais c'est Leclerc qui avait gagné. Ensuite, en 2022, la pole avait été à Perez. Et ça, c'est drôle, hein? Perez avait eu une pole. Ben oui. Et finalement, c'est pas lui qui avait gagné. C'était Charles Leclerc. 2023, c'est Carlos Sainz. C'est pas lui qui était parti en pole. Et 2024, alors, dans le fond, le seul dans les 5 dernières années à avoir remporté un Grand Prix de la pole, ça a été Lando Norris. Oh, C'est ça. Ça veut pas dire que c'est pas bon de l'avoir. Tu le sais hein, comment que ça marche. On veut toujours la pole pareil, mais quand même. Ce qui est hallucinant, ça, c'est la statistique de l'année dernière. Tu sais, je vous disais qu'on a changé la limite des pluies, là. Ça coûtait mhm, 30 secondes un arrêt aux pluies à Singapour. 30 secondes. C'est incroyable, là. c'est long. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est le dernier statistique. Donc, ça va être intéressant de voir que maintenant, on l'a mis à 80 km/h, la limite, à combien ça va nous coûter. Mais normalement, c'est ce que ça coûtait. 83% de chance d'avoir une voiture de sécurité. 33% d'en avoir une virtuelle. Et puis, 62 dépassements qui ont été complétés dans la dernière édition. Je trouve ça quand même intéressant. Mais seulement 178 mètres pour compléter avant le premier virage. C'est très court, ça, hein? Dans la ligne droite là, au départ. Là. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on voit que la pole n'est pas nécessairement un si bon avantage que ça, parce que tu as seulement 178 mètres avant le premier freinage. Donc, si tu rates un peu ton départ, pas grand-chose de te reprendre. C'est pas long que la deuxième position peut être à côté de toi. Puis vous êtes rendu 2 de large dans le premier virage. La première chicane qui n'est pas évidente à négocier non Ah plus. non. Donc, ça, c'est des choses qui sont à surveiller au cours du week-end. De ton côté, François, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant de nous donner ta prédiction pour la pole position de demain? Ben, rapidement, toujours un Grand Prix qui est piégeux pour tout le monde. Les murs sont prêts, donc ça peut expliquer aussi certaines choses en termes de résultats versus la pole. Tu as parlé de pluie. Moi, je pense, Oui? j'aimerais ça qu'il y ait de la pluie. Ça Ah, ça pourrait serait amener, fou. comme Ouais. d'habitude, là, le petit élément de surprise, peut-être générer plus de dépassements culottés, peut-être voir un Verstappen sortir fort. Et puis, non, après ça, je n'ai plus rien à rajouter. Je veux juste profiter du week-end, profiter des qualifs, puis en espérant avoir un Grand Prix de Singapour, peut-être plus haut que les attentes qu'on a en tête, mais Ah, moi, voir j'aimerais aussi ça. comment le championnat va se dessiner là, entre Piastri et Norris et voir si Verstappen va pouvoir venir brouiller les cartes un peu. 69 points pour Verstappen. Donc, ici, lui, je veux pas dire que ça passe ou ça casse parce qu'il le voit pas comme ça, mais Mm, s'il gagne, s'il fallait qu'il gagne un troisième, pour ne pas dire mm, un quatrième Grand Prix consécutif, si mm. on met Nordschleife dans cette Ouais. catégorie, ben là, il met énormément de pression sur McLaren. Et en plus, il annonce un message en disant, je gagne quelque part que j'ai jamais gagné, parce que oui, Mhm. réponse au quiz de Kevin Fontaine dans sa chronique d'aujourd'hui. La réponse au quiz, c'est que Verstappen n'a jamais gagné à Singapour. Donc, C'est réussir vrai. à gagner là, montrer à tout le monde que Red Bull, maintenant, on est capable de gagner sur un circuit qu'on ne gagnait pas d'habitude. Donc, ça envoie des messages très, très forts là, si on est capable d'aller chercher cette victoire-là en fin de semaine. Et j'ai envie de dire de l'autre côté, si Oscar sécurise une victoire en fin de semaine, lui aussi envoie un message fort de dire c'est moi le prochain champion du monde. C'est moi qui est en tête du championnat, puis je vous le montre que j'ai l'intention de sécuriser ce championnat-là dans les prochains Grands Prix. Donc, c'est ça. C'est tout ça. Tout le monde a de quoi jouer en fin de semaine. C'est ça qui est intéressant, autant au niveau constructeur, autant au niveau des pilotes. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. La pluie, tu dis, on le souhaite. Moi, j'aimerais ça que ma boîte Messenger, la boîte Messenger de F1 Podcast déborde à la fin du week-end. Tout le monde qui me dit Martin, t'aimes pas Singapour, c'est une bonne course, t'es trompé, t'as vu. J'aimerais ça, moi, que le monde. Ouais, J'aimerais ça ce que le serait monde cool. vienne me narguer pour me dire que Singapour, je devrais croire en ça, que c'est une bonne course. J'aimerais ça là, qu'on soit confondus, là, que ce soit quelque chose d'assez impressionnant. Et il me reste 10 secondes, même pas. Ta prédiction, qui va avoir la pole? Parce que ça, je t'ai Ah, pas ça entendu va être dire. Oscar Piastri qui va rebondir de sa disette. Moi, j'y vais avec Max Verstappen, parce que j'ai plus envie de me faire avoir avec ça. Tout à Donc, fait. Max Verstappen en pole. Et François Goulet, un gros merci encore une fois. Ça a été un plaisir de discuter avec toi et je te souhaite un excellent week-end de course. Pareillement, bonne fin de semaine à tous et bonne course! C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 3 octobre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course qui se déroule du côté de Marina Bay à Singapour. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn ainsi que Instagram et bien sûr à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche. Question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes.
Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.